bienvenue au cœur du Parlement européen. Nous sommes cette semaine à Strasbourg où les députés siègent en séance plénière. Oui, on entend d'ailleurs parfois la sonnerie. Dans la deuxième partie de cette émission, nous avons rendez-vous avec José Bové pour parler des AOC et du nouveau label européen AOP. Nous irons dans une exploitation franc-comtoise qui souffre de cette réforme. Mais d'abord, on commence par l'actualité avec la Belgique qui inquiète ses partenaires européens. L'hymne national flamand pourrait-il bientôt devenir l'hymne d'une Flandre indépendante? Après la victoire écrasante du N-VA, la nouvelle alliance flamande, et de son leader Bart De Wever, l'hypothèse gagne du terrain. Le 13 juin dernier, 30% des électeurs de Flandre ont voté pour ce parti qui prévoit, selon son leader, une évaporation progressive de la Belgique. Le pays doit être réformé, les finances assainies. C'est pourquoi nous devons être unis en tant que Flamands pour réussir à changer le pays. En Wallonie, terre francophone, c'est en revanche le leader socialiste Elio Di Rupo qui l'a emporté. Nord et Sud se retrouvent dos à dos. Le paysage politique belge est plus éclaté que jamais. Les tractations pour un nouveau gouvernement ne font que commencer. Bart De Wever, figure désormais incontournable, ne veut pas d'un titre de Premier ministre dans un royaume dont il conteste l'existence même. Dès le lendemain des élections, il a donc quasiment offert ce poste à son rival socialiste. Mais l'hypothèse d'une telle alliance inquiète les francophones. Très pessimiste. J'ai peur que vraiment les francophones ne parviennent pas à bien négocier, parce que d'abord nous sommes moins nombreux, et parce que nous avons moins d'argent, et donc ils nous lâcheront. Elio Di Rupo est sans doute le leader francophone le mieux disposé à faire un pas en avant vers une Belgique confédérale. Mais lors de sa rencontre avec le roi Albert II, il a tout de même posé ses conditions. Bref, les négociations pour la formation d'un nouveau gouvernement seront sans doute les plus difficiles de toute l'histoire du pays. Elles risquent fort de ne pas être terminées avant le 1er juillet, date à laquelle la Belgique prendra la tête de l'Union européenne. Dans ce cas, c'est Yves Le Terme, le Premier ministre démissionnaire, qui assurerait les affaires courantes. Un scénario inquiétant en pleine crise de l'euro. Et nous sommes à Strasbourg avec deux invités. Jean-Pierre Audy, bonjour. Bonjour. Vous êtes le patron ici des eurodéputés français du groupe PPE, le Parti populaire européen majoritaire. Et à vos côtés, votre collègue député belge et membre du Parti socialiste européen, Marc Tarabella. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, les Cassandres, un peu partout en Europe, prédisent déjà la fin de la Belgique après la victoire des nationalistes flamands du N-VA qui prônent, eux, ouvertement la disparition du pays. Faut-il les croire? Je ne crois pas qu'il faut croire les Cassandres. En effet, les élections de dimanche ont été très claires. Elles ont privilégié en Flandre quelqu'un comme Bart De Wever et la N-VA qui réalise un score remarquable et donc qui est un nationaliste, qui bien sûr prône dans son discours qu'il veut aller vers une fin de la Belgique, mais ils veulent surtout, et il a recueilli un grand succès parce qu'il prône un État évolutif. La Belgique est un État fédéral qui a privilégié un pouvoir décentralisé vers les régions dès les années 80, dès les années 70 dans la loi. Et aujourd'hui, ils veulent un fédéralisme plus abouti, avec plus de pouvoir aux régions. Et au sud du pays, on a une victoire socialiste, qui est une victoire aussi de rempart contre la crise, etc., mais qui fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a deux grands acteurs, ça vient d'être dit dans le reportage, Bart De Wever et Elio Di Rupo, qui se sont vus d'ailleurs il y a quelques jours, et qui ont commencé à négocier ensemble. Alors, Marc Tarabella, votre collègue des Verts, Daniel Cohn-Bendit, a parlé, pour qualifier ce vote, d'un repli identitaire et conservateur. Vous lui avez répondu assez vertement. Oui, Daniel Cohn-Bendit, ça fait 42 ans qu'il s'exprime, il ne dit pas toujours des choses sensées, et donc c'est bien de lui rentrer un petit peu dedans quand il dit n'importe quoi. Qu'un Vert considère qu'une victoire socialiste, ce qui est le cas en Wallonie, une victoire presque historique, est une victoire conservatrice, ça vient d'un Vert, je peux comprendre que ça les dérange un petit peu politiquement. En tout cas, c'est une victoire progressiste en Wallonie, donc c'est pour ça que je lui suis, je l'ai évidemment plus que titillé là-dessus. Et clairement, en Flandre, je dirais que c'est une victoire nationaliste parce que peut-être on n'a pas résolu les problèmes au niveau de l'arrondissement de Bruxelles-Alvilvoorde, qui est symptomatique. On ne l'a pas résolu dans le passé et il est grand temps aujourd'hui, et tout le monde en est conscient, qu'il faut régler ce problème pour encore avancer ensemble dans
je dirais, les problèmes qui concernent les gens qui sont davantage socio-économiques. Alors vous-même, Jean-Pierre Audy, comment vous voyez ces élections en Belgique, cette crise ouverte? Est-ce que vous pensez que c'est un vote identitaire? Vous y voyez un peu un repli communautariste? En tant qu'homme politique français, je n'ai pas m'immiscé dans le fonctionnement d'un État membre. Le problème de la Wallonie et de la France et la Flandre est un problème belge, ce n'est pas un problème européen. Ce qui pourrait devenir un problème européen, c'est l'examen de la respiration de nos frontières intérieures. On parle beaucoup des frontières extérieures de l'Union, mais si on regarde depuis la chute du mur de Berlin, l'Allemagne s'est réunifiée, la Tchécoslovaquie s'est séparée. Dans les Balkans, les frontières, on voit la naissance d'États comme le Kosovo, même si ce ne sont pas des États membres, mais c'est le continent européen. Je discute parfois avec mes amis anglais qui m'expliquent que s'il y avait un référendum d'autodétermination de l'Écosse, le Royaume-Uni ferait probablement une grave erreur, mais là aussi il peut y avoir des mouvements. Je vais très souvent en Catalogne où un élu socialiste catalan me disait « Oh, si l'Union européenne pouvait nous aider la Catalogne à devenir une nation », et j'ai répondu « Mais la Catalogne, c'est un problème espagnol, c'est pas un problème européen. » Mais est-ce que l'Europe n'a pas plutôt à y gagner en se renforçant au niveau des États plutôt qu'à laisser ces logiques plutôt L'Europe régionales? est un instrument de moyen au service des États membres. L'Europe ne se construira pas contre les États membres. L'Union européenne n'a rien à faire à se mêler, je dirais, de ce qui relève de la souveraineté des peuples. Est-ce qu'il ne faut pas faire l'Europe des régions, Marc Tarabella? Moi, j'ai très peur de l'Europe des régions parce que ceux qui ont des velléités d'autonomie aujourd'hui, on parlait de la Catalogne, on peut parler de la Flandre, par exemple, où il y a des Ça procède un peu de la même logique, quand même. La Ligue lombarde, la Ligue du Nord en Italie, ça, ce sont des vrais xénophobes, des vrais replis sur soi et très identitaires. Finalement, je me demande si ce n'est pas l'Europe des riches contre l'Europe des pauvres qu'ils veulent. Et donc, j'ai très peur de ça. Je préfère l'Europe des États qui soit solidaire. Et d'ailleurs, si on parle de la gouvernance économique, avoir une gouvernance économique forte pour pouvoir mieux résister face aux crises, face aux attaques extérieures des spéculateurs, c'est cette Europe-là qu'il faut. Une Europe plus aboutie encore, plus fédéraliste, et je la vois davantage sur les États que sur les régions. Est-ce que vous ne pensez pas que ce qui se passe en Belgique, c'est quand même aussi un peu, ça illustre l'idée du triomphe des égoïstes, du chacun pour soi, dans une Europe où, par exemple, où les Flamands ne veulent pas forcément payer pour les Wallons, de même que, par exemple, les Allemands ne veulent plus payer pour les Grecs, une Europe où il y aurait peut-être un manque de solidarité? Je peux partager ce que vous dites. La Belgique est peut-être un microcosme de l'Europe. Où finalement le compromis a toujours été la voie de la solution. Il n'y a jamais, à une exception près en 1950 pour la question royale, après la guerre, le sang n'a jamais coulé en Belgique. On parlait de la Tchécoslovaquie, Jean-Pierre Audy parlait de la Tchécoslovaquie, c'est ce qu'on appelait la révolution de velours. En Belgique, on n'en est pas là, mais il y a toujours eu un compromis qui a prévalu. Comme en Europe, on est toujours sorti vainqueur des situations difficiles par la solidarité, la compréhension et surtout le compromis. Et je pense que, autant en Belgique qu'au niveau européen, c'est vers ça qu'il faut aller. Et la Belgique aujourd'hui dans une situation un peu délicate, c'est vrai, surtout qu'elle va aborder la présidence européenne. Mais il faut surmonter cela. Et je pense que là, il faut savoir s'écouter les uns les autres pour arriver à un accord qui, finalement, satisfasse les deux parties en Belgique. Oui, la Belgique va prendre la présidence de l'Union européenne au 1er juillet, c'est-à-dire très bientôt, sans forcément avoir de gouvernement. Qui va présider l'Europe? Vous êtes inquiet, Jean-Pierre Audy? Pas outre mesure, ce sont des cas de figure que nous avons déjà vus dans le passé, lorsque le gouvernement tchèque est tombé, ils assuraient la présidence. Non, l'enseignement qu'il faut tirer, c'est qu'il faut faire disparaître cette présidence tournante, qui ne présente aucun intérêt. Aujourd'hui, il faut consolider un exécutif politique. C'est M. Van Rompuy, dont je regrette qu'il ne vienne pas chercher au sein du Parlement européen sa légitimité, et il faut le plus rapidement possible faire supprimer cette présidence tournante. Alors, M. Van Rompuy qui tente de mettre en place avec ses partenaires le gouvernement, le fameux gouvernement économique européen dont on a parlé à l'instant, l'idée progresse en Europe. C'est à la une de ce tour d'Europe réalisé par Nora Amali. Après un report surprise de leur entrevue, Angela Merkel et Nicolas Sarkozy ont réussi à accoucher d'un projet commun. Un projet qui reprend en majeure partie la position de la chancelière. Le projet est simple, la mise en place d'un gouvernement économique à 27 et non de la zone euro seule, et ce sans créer de nouvelles institutions. Paris souhaitait pourtant la création d'un secrétariat économique.
Autre annonce fracassante, la proposition d'une taxe sur les transactions financières lors du prochain G20. Une taxe qui pourrait rapporter 20 milliards d'euros de recettes potentielles en Europe, selon la Commission. En retour, Berlin a accepté un plan de sauvetage de l'euro si nécessaire, mais a exigé la mise en œuvre de sanctions pour les pays laxistes qui laisseraient couler leur déficit, en l'occurrence une privation de leur droit de vote. Et c'est justement les déficits qui nourrissent les inquiétudes de Bruxelles. Les rumeurs se font plus qu'insistantes concernant l'Espagne, qui après Athènes serait le deuxième pays d'Europe à demander l'aide de l'Union. Une rumeur, une nouvelle fois démentie par Madrid. Plus largement, la Commission a de nouveau pointé du doigt les déficits excessifs, notamment de la France, dont elle attend des efforts budgétaires supplémentaires. Drapeau vert, prête pour les vacances. Comme chaque année, le Satisfecit délivré par la Commission et l'Agence européenne de l'environnement récompense les qualités des eaux de baignade en Europe. Verdict, 96% des zones côtières et 90% des eaux intérieures sont conformes aux normes. En légère baisse néanmoins par rapport à l'année dernière. En France, on compte environ 2000 plages non conformes, en Italie plus de 5000, mais ce sont les deux pays qui comptent le plus de littoral. Alors une question à vous peut-être Jean-Pierre Audy. Nicolas Sarkozy s'est finalement rallié à l'idée d'Angela Merkel d'instaurer un gouvernement économique au niveau des 27 États membres, alors qu'il souhaitait que cela se fasse au niveau des 16 pays de la zone euro. Est-ce qu'il n'a pas lâché face à la chancelière allemande? Non, ce n'est pas tout à fait ça. L'idée d'un gouvernement économique est une très ancienne idée, qui a d'ailleurs proposée lorsque nous avons créé l'Union économique et monétaire. Et Nicolas Sarkozy, lorsqu'il a présidé l'Union européenne au deuxième semestre 2008, a reproposé cette idée de gouvernement économique de l'Union européenne. Mais bien sûr, ensuite... Au niveau de la zone euro, des 16 Non, pays. au niveau de l'Union européenne, deuxième semestre 2008. Ensuite, il y a eu le problème de stabilité de la monnaie. Et bien sûr que s'agissant de la stabilité de la monnaie, c'est les chefs d'État et de gouvernement de la zone euro qui agissent. Mais sur l'aspect croissance économique, c'est toujours cette idée. Donc c'est un compromis franco-allemand qui est d'excellente qualité. Comment vous voyez ce compromis? Quelle est la bonne formule pour ce fameux gouvernement économique que l'Europe attend depuis de nombreuses années? C'est en tout cas un pas décisif dans la bonne direction, parce que quand on considère que la crise nous a frappés et qu'on a chacun essayé d'apporter des morceaux de solutions dans chacun de nos États membres, on appelait, je dirais, de nos voeux, nous les fédéralistes européens, quel que soit notre bord politique, à ce qu'il y ait plus de gouvernance européenne pour plus d'efficacité. La crise au niveau de la Grèce en est aussi un autre exemple, avec finalement des positions différentes dans les États membres qui font qu'on n'a pas répondu tout de suite et qu'on a fait le jeu des spéculateurs qui ne sont jamais que des criminels en col blanc, qui profitent d'une situation de faiblesse et qui spéculent sur des États membres et leur faiblesse et sur la pauvreté de leurs citoyens. Ce qui est très grave. Donc aujourd'hui, on a besoin de cette gouvernance économique européenne pour aller de l'avant. La taxe sur les transactions financières, je suis étonné du chiffre annoncé par la Commission parce que les chiffres que des spécialistes économiques m'ont fournis, une taxe de 0,025%, donc 0,025% produirait l'équivalent du budget européen annuel en Europe, c'est-à-dire à peu près 135 milliards d'euros. Donc clairement, il faudrait aussi décider ce que l'on fait avec ce produit de la taxe. Et ce serait idéal de pouvoir le faire au niveau européen dans un consensus à 27 pays. Est-ce que vous pensez qu'une taxe purement européenne est vraiment efficace? Alors que les institutions financières ne connaissent pas forcément de frontières. Est-ce que ce serait vraiment efficace, Jean-Pierre Audy? La question des ressources propres est posée. Pour l'instant, nous n'avons pas la solution. Mais sur le gouvernement économique, c'est capital de le faire à l'échelle de l'Union parce qu'il y a un point très important, c'est qu'il faudra à ce gouvernement économique une dimension parlementaire. Or, la dimension parlementaire, à l'échelle de la zone euro, on ne sait pas faire. Donc la dimension parlementaire, en alliance avec les parlements nationaux, pour que Parlement européen et Parlements nationaux, nous puissions avoir des grands débats d'orientation économique, financière et budgétaire sur le fonctionnement du continent, pour à la fois faire des économies sur le fonctionnement de la sphère publique, Union européenne et États membres, et également faire des grands plans d'investissement sur notre continent. Ça, c'est capital. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce débat d'Europe Hebdo. Est-ce que vous aimez le gruyère? Bien sûr, et aussi les fromages d'Auvergne, qui sont excellents. Moi, c'est les poisses que je préfère. C'est bourguignon, je sais. Mais... Alors, on va rejoindre tout de suite Olivier Picard et ses invités qui nous parlent du gruyère AOP. Regardez.
Le gruyère peut-il se fondre dans la réforme qui, d'ici 2012, va faire disparaître les AOC, appellations d'origine contrôlée, pour laisser place à un nouveau label européen, les AOP, appellations d'origine protégée? Eh bien, ce n'est pas évident quand des territoires sont en concurrence de part et d'autre des frontières pour l'exclusivité du produit. Alors, le gruyère écartelé entre la Suisse et la France, c'est un reportage de Florence Maurice et Flora Sauvage dans une exploitation franc-comtoise qui risque de perdre sa mise dans cette affaire. Vous désirez, messieurs, dames, vous avez le Beaufort, AOC, l'Emmental Grand Cru, les gruyères AOC. AOC, appellation d'origine contrôlée, le logo roi des fromageries françaises. En 2007, ici en Franche-Comté, c'est le gruyère qui a rejoint ce club très prisé. Mais désormais, pour continuer à être utilisées, les appellations doivent être reconnues par l'Europe et transformées en AOP, appellation d'origine protégée. Depuis des mois, les producteurs de gruyère sont suspendus au verdict de l'Europe. Éric Chevalier travaille chez un grand affineur. Ce matin, il découvre le dernier avis du commissaire européen à l'agriculture. Cet avis tombe comme un coup près. C'est un courrier donc de Dacian Solos qui s'est adressé au ministre de l'Agriculture donc pour donner un avis, on va dire, qui n'est pas favorable pour notre demande d'AOP pour le dossier gruyère AOC français. À défaut d'une initiative de votre part, la procédure visant le rejet formel de la demande d'inclusion de la dénomination gruyère en tant qu'appellation d'origine protégée ne pourra être que poursuivie. On nous annonce déjà que la bataille est perdue. Donc faut-il engager la bataille quitte à tout perdre? Tout perdre, car sans cette reconnaissance européenne, c'est toute la jeune filière du gruyère qui est menacée. Comme des dizaines de paysans, Éric avait choisi de se reconvertir dans la production de lait AOC en 2007. Le gruyère est difficile à faire. Avec du lait, il faut que le lait soit parfait. Vaches de pays, nourriture de foin, pas d'OGM. L'AOC, c'est certes un cahier des charges exigeant, mais à la clé pour Guy, c'était la garantie de stabiliser ses revenus. Une aubaine en pleine crise du lait en Europe. Là aussi, par rapport aux autres produits, c'est qu'on se met d'accord sur un prix au début de l'année, un prix à peu près identique toute l'année, qui est complètement déconnecté du lait standard. Le lait standard, c'est un lait qui est lié au marché, quoi. Sans dents de scie. Guy avait même agrandi son troupeau et embauché son fils dans la ferme. Aujourd'hui, il s'inquiète pour son avenir. Ça fait 2 ans qu'on est en gruyère, AOC, où on était sûr que ça allait normalement passer en AOP, puisque voilà. Et au bout de 2 ans, on nous dit non, il y a un problème, l'Europe n'accepte pas l'AOP. Je ne sais pas comment on va continuer pour que ce soit rentable, quoi. Chaque jour, le lait de Guy part dans cette coopérative pour être transformé en fromage. Ici aussi, on a investi dans le gruyère AOC 300 000 € en 2 ans. Sans la transformation de cette AOC en AOP, n'importe qui en Europe pourrait se mettre à fabriquer du gruyère. Une perte économique et historique pour le président de cette coopérative. Nous, ce qui nous intéresse au niveau du produit, c'est d'avoir une protection. C'est-à-dire que le mot gruyère ne soit pas galvaudé et que qui que ce soit puisse faire du gruyère demain. Donc un cahier des charges strict et une zone réservée où le gruyère ne pourra se faire que dans cette zone-là. Problème pour l'Europe, une fois fabriqués ici, les fromages sont transportés à 150 km pour la dernière étape de leur fabrication, l'affinage. Les meules ont été réceptionnées, elles sont parties des fromageries, elles arrivent ici, donc on voit c'est état de caillebotte, en fait c'est un fromage en blanc qui n'a pas de goût, on va dire, on n'a pas fait développer son potentiel. Or pour la Commission européenne, sans une unité entre zone de production et zone d'affinage, impossible de délivrer son précieux label. À l'INAO, qui a accordé l'AOC au gruyère et défend désormais le dossier auprès de la Commission, on considère que c'est une mauvaise interprétation et on met en avant des raisons historiques.
Les affineurs se sont toujours installés dans des plaines ou en tout cas à proximité de grands axes de communication, puisque ce sont eux, les affineurs, qui ensuite commercialisaient les fromages. Donc il est assez normal dans une appellation fromagère, surtout de montagne, d'avoir des zones qui petit à petit se sont spécialisées, soit pour la production du lait, soit pour l'affinage. Et cette culture, il faut qu'on arrive à la partager avec tous les pays d'Europe pour qu'ils comprennent le pourquoi on s'évertue à mettre en avant nos AOP. Aujourd'hui, l'Europe conseille à la France d'abandonner l'AOP au profit de l'IGP, encore une autre appellation, qui permet certes de protéger le mot gruyère, mais reste totalement inconnue du grand public. Alors avec nous pour parler de cette évolution, José Bové, député européen vert, qu'on ne présente plus, excusez-moi. Alors pour commencer, José Bové, est-ce que cette harmonisation du label européen d'AOC vers AOP, elle est pertinente? Est-ce que c'est une bonne chose pour les producteurs comme pour le produit? Alors moi je crois que c'est une bonne chose parce que quand on connaît les AOC d'où elles sont parties, elles étaient quand même la plupart du temps aux mains des transformateurs. Et en fait, les producteurs avaient un pouvoir, mais on n'identifiait pas le produit avec un cahier des charges très important au niveau production de la matière première. Aujourd'hui, il y a un rééquilibrage dans le cadre de l'AOP, beaucoup plus cohérent entre un territoire, un mode de production pour la production du lait et la transformation en produit final. Et là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus cohérent, il y a un meilleur équilibre. Donc moi, je pense que cette évolution vers l'AOP est quelque chose qui a renforcé ce signe de qualité par rapport à ce qu'on a connu il y a 80 ans, 50 ans et les dernières années. Alors quand on voit la compétition entre le gruyère suisse et le gruyère français, pour l'exclusivité finalement de l'AOP, est-ce qu'il va falloir choisir entre le territoire et le produit? Là, c'est un débat un peu compliqué parce qu'on voit bien que la vraie question, là, c'est une question d'affinage. Le mode de production, il y a un cahier des charges qui est strict. Le produit final, il est produit avec aussi des techniques bien appropriées. Le problème, c'est la distance par rapport à l'affinage. Moi, je me demande dans quelle mesure, là aussi, les affineurs, en même temps les grands groupes, parce qu'il y a des grands groupes dont on voit le nom apparaître quand même dans le reportage, ne pourraient pas aussi faire un effort, parce que c'est l'intérêt général de la collectivité de rapprocher aussi le lieu de l'affinage. Donc évidemment, ça va nécessiter des investissements, mais je pense que le jeu en vaut la chandelle et que dans ces cas-là, les pouvoirs publics doivent accompagner la mise en application de nouveaux outils d'affinage près de la zone de production. Mais là-dessus, est-ce que les règles européennes pourraient être plus claires? Est-ce que le Parlement, précisément, peut aider l'Europe à éviter ce qu'on a vu dans le reportage, des confusions, notamment d'interprétation de la règle? Alors c'est toujours le problème qu'on a, c'est-à-dire que l'Europe va fixer un cadre de l'AOP. Mais ensuite, il y a dans chaque pays des instituts nationaux et des syndicats d'appellation locaux. C'est-à-dire qu'une AOP a son organisation locale entre producteurs et transformateurs. C'est là où se fixe la règle du jeu et il y a un comité de surveillance qui vérifie avec des représentants d'autres AOP que les règles sont bien respectées et qu'on va dans le bon sens. Donc c'est à ce niveau-là que se définissent les règles réelles. Mais c'est vrai que le principe d'un territoire qui soit cohérent pour produire et transformer et affiner est une règle qui est une règle de bon sens qui permet d'empêcher qu'une AOP se transforme en sous-produit industriel. Alors, il y a des producteurs qui sont un peu perdus, justement, dans l'évolution administrative que suppose, justement, cette réforme. On écoute la question d'un président de coopérative, il vous la pose à vous. La question qu'on peut se poser, c'est comment protéger les productions qui aujourd'hui ne sont pas sous signe de qualité, qui existent mais qui ne peuvent pas supporter la concurrence de produits beaucoup plus industriels et qui font la diversité de nos productions aujourd'hui. Alors, pour celles qui n'ont pas un label au départ de qualité, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense qu'il faut voir déjà si on a une spécificité. Si on a une spécificité, on peut aussi enclencher le processus d'AOP, parce que c'est quelque chose qu'on peut toujours faire évoluer. On peut mettre en avant de nouvelles AOP. Alors, c'est vrai que c'est un processus qui est lent. Moi, je pense que c'est important de le faire. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est un des signes qui permet d'identifier une région. En même temps, il y a un autre signe qui est très important, qui est le signe agriculture biologique, qui est bien connu des
consommateur, parce que c'est celui qui définit le mieux la qualité, le mode de production. Moi, je pense qu'il faut qu'on renforce aujourd'hui l'AOP pour qu'on identifie à la fois le lieu d'où ça vient et la façon dont le lait est produit ou dont la transformation est faite. Pour ces produits-là, moi, je pense qu'il faut d'abord faire un vrai travail de connaissance et de se rendre compte, en réunissant tous les acteurs, si on peut avoir quel cahier des charges on a. Je pense que ça vaut le coup de se lancer dans le dossier de la reconnaissance si on est sur un produit spécifique. Là, malheureusement, le président de coopérative n'a pas dit ce qu'il faisait. Mais on leur propose quelquefois le label IGP, hein, indication géographique de provenance. De provenance. Est-ce que ça, c'est un déclassement, c'est ressenti comme un déclassement par les producteurs? Le problème, c'est que c'est un signe qui est un petit peu ambigu. Moi, je suis un petit peu mal à l'aise avec l'IGP, parce que ça donne effectivement souvent le nom d'un produit final, mais dont la matière première peut venir d'un rayon beaucoup plus large. Alors, je ne vais pas citer des noms, mais il y a un jambon célèbre du sud-ouest de la France dont on peut ramasser les porcs jusqu'en Poitou-Charentes. Est-ce que ça a bien vraiment un lien avec la frontière espagnole? J'en suis pas vraiment sûr. Donc parfois l'IGP, ça fait un bon coup de pub, mais en même temps, ça n'ancre pas le produit localement et surtout ça ne permet pas aux producteurs de se défendre dans une interprofession où on organise la maîtrise des volumes avec la fixation des prix. Parce que c'est bien ça qu'attendent aujourd'hui les producteurs, c'est à travers les signes de qualité de pouvoir avoir la garantie d'un revenu stable qui couvre leurs coûts parce qu'il y a un cahier des charges. Donc il y a une légitimité à ce que ce produit soit payé plus cher par les transformateurs. Mais cet IGP, est-ce qu'on peut faire un effort justement pour mieux l'informer? Parce que personne ne le connaît, ce label. Est-ce que ça vaut le coup justement de faire une campagne justement de vulgarisation de l'IGP ou est-ce que c'est une fausse piste? Moi, je pense qu'il faut d'abord vraiment faire une vraie campagne sur les AOP. Qu'on ait une campagne sur les IGP, je suis d'accord, mais il faut surtout faire attention qu'il n'y ait pas de confusion dans la tête du consommateur, parce qu'effectivement, on n'est pas sur la même précision de lieu de production et de cahier des charges de transformation. Donc là, je crois qu'il faut faire très attention, parce que derrière cela, il y a un certain nombre d'industriels qui aimeraient bien faire un amalgame entre les IGP et les AOP. Il y a eu des tentatives, quand il y a eu le rapport Scotta qui a été débattu au Parlement, d'essayer de partir vers une politique des marques qui remplacerait les signes de qualité. D'accord. José Bové, merci. Le clin d'œil de cette semaine, c'est le Bruxelles Film Festival du 23 au 30 juin prochain. Alors en avant-première, La Meute, avec Benjamin Biolay et Émilie Dequesne, un couple d'acteurs européens. Oh merde, à 6 heures. Bon, les mecs, c'est pas que je m'ennuie avec vous, mais ma bite a rendez-vous avec le cul de la petite, là. J'ai pas trop envie de la faire attendre. Moi, c'est Bazooka Joe. Et les deux, là, c'est John Grizzly et Jordan Minnesota. On peut se joindre avant? T'es dans, chérie? T'as une haleine à faire cailler les yaourts, chérie. Et en plus, j'aime pas la musique. Le festival du film de Bruxelles, c'est jusqu'au 30 juin. En attendant, il est temps de refermer la page de cette émission. Et la semaine prochaine, nous serons justement à Bruxelles. Très bonne suite de programmes sur les chaînes parlementaires.
Parlement à Bruxelles. Très bonne suite de programme sur les chaînes parlementaires.